Alors, dans cette vidéo, on va s'intéresser au traitement du TD6 qui va traiter des régressions, et plus précisément des régressions linéaires. Donc, il fait suite au cours d'introduction sur les types de problèmes qu'on peut être amené à chercher à résoudre en intelligence artificielle. Et donc là, c'est la régression linéaire. Donc, ce sujet du TD6 a deux parties. Une première partie qui s'intéresse au suivi de la maladie du diabète, que l'on va traiter dans cette vidéo, et une seconde partie, un deuxième exercice qui s'intéresse au coût de la vie. Donc, nous, on ne traitera que le problème, l'exercice lié au suivi de la maladie du diabète, mais vous pourrez traiter la suite de ce TD sans aucune difficulté à partir des fichiers qui vous ont été envoyés. Donc, une petite présentation rapide. On a un fichier qui s'appelle diabèteok.csv qui vous a été envoyé par mail, qui contient des données de différents patients, et plus précisément de petit n patients qui vaut 442 patients, pour lesquels, sur ces patients, on dispose d'un certain nombre d'informations, l'âge, le sexe, l'indice de masse corporelle, la pression sanguine moyenne, etc. Et donc, on a 10 caractéristiques pour chacun de ces patients. Et l'objectif de ce fichier, c'est de donner une information. Donc ça, c'est les grandeurs d'entrée, les caractéristiques pour chacun des patients. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est un suivi de l'évolution de la maladie du diabète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une information qui va nous donner finalement comment a évolué la maladie du diabète pour chacun de ces patients. Et donc du coup, ici, j'ai ouvert le fichier qui est ici, là, vous le voyez à l'écran. Donc par exemple, dans ce fichier, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de colonnes, plus précisément 10 qui sont proposées ici, qui correspondent aux 10 caractéristiques de chacun des patients. Donc ici, on a l'information sur, de souvenir, c'était l'âge, le sexe, l'indice de masse corporelle, etc., etc. Toutes ces données ont été normalisées pour éviter tout biais dans la phase d'apprentissage. Et on s'aperçoit aussi qu'il y a bien en tout, si je vais tout en bas du fichier, voilà, il y a bien 442 pages qui sont 442 lignes, pardon, qui correspondent à mes 442 patients. Et en plus de ces 10 colonnes, qui sont les caractéristiques de chacun des patients, on a une 11e colonne qui est finalement une information, alors une information numérique, qui donne une information sur l'évolution de la maladie du diabète pour chacun de ces patients. Alors, 151, 75, 141, on ne sait pas trop ce que ça représente, mais cette information, un médecin est capable de la comprendre. Ça lui dira peut-être, par exemple, que si le chiffre il est grand, si ce nombre est grand, alors le diabète a beaucoup évolué. Et si ce chiffre, entre guillemets, est petit, alors le diabète a peu évolué, voire même a régressé. Donc, nous, on n'a pas d'informations sur ce que représente cette valeur, mais peu importe. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est essayer de trouver un modèle de prévision sous la forme de régression linéaire, qui est capable de prévoir finalement cette quantité qui est ici pour un patient pour lequel on connaîtrait par exemple toutes ces informations normalisées, toutes ces caractéristiques. Donc je reviens sur le texte du TD qui est ici. Donc, le modèle de prévision que l'on cherche à déterminer, il doit vérifier un certain nombre d'exigences et de critères plus particulièrement. Donc, l'exigence, c'est prévoir la mesure quantitative de la progression de la maladie. Et notre modèle de prévision doit être de telle sorte qu'il a un RMSE, Root Mean Square Error, qui doit être inférieur à 8. Donc 8, on ne sait pas ce que ça représente. Encore une fois, c'est l'unité de Y, on ne sait pas ce qu'elle représente, mais en tout cas, il faut que ce RMSE soit plus petit que 8. On rappelle qu'un modèle de prévision idéal, parfait, il a un RMSE égal à 0. Et deuxième critère, c'est le coefficient de détermination R carré. Et ce coefficient de détermination doit être plus grand que 0,8. C'est-à-dire qu'il y a une forte corrélation entre ce qu'il prévoit et le réel. Donc pour cela, on va mettre en place une régression qui est une régression linéaire et qui est multivariable. Elle est multivariable puisqu'on va tenir compte dans tout ce TD des 10 caractéristiques associées à chacun des patients. Donc, notre objectif, c'est de trouver cette fameuse fonction f qui est capable, pour un patient donné, donc je connais les caractéristiques de ce patient qui sont définies dans le grand X, il est capable de prévoir la valeur numérique associée à y, qui donne l'information finalement de l'évolution du diabète.
Donc, pour traiter ce TD, vous avez dû recevoir par mail donc, le fichier diabèteok.csv que je vous ai présenté juste avant, et un fichier qui s'appelle tdygsidline.py, qui est un fichier Python qui va nous servir de base, pour traiter notre problème de régression linéaire multivariable. Donc, à la question 1, on vous demande de télécharger donc, ces deux fichiers, tdrégline et diabèteok. Donc, vous les téléchargez et vous les stockez sur le bureau de votre ordinateur. Donc, ici, moi, je l'ai téléchargé. Il est ici. Voilà. Donc, ce que l'on fait au départ de ce fichier, on va venir importer tous les modules qui vont être nécessaires pour traiter ce TD. Alors, les modules dont on aura besoin, donc je vais fermer ces deux-là puisqu'on n'a strictement rien à faire, voilà. On aura besoin du module NumPy, un module que vous connaissez bien en informatique. On aura besoin du module OS et notamment la fonction chdir. Vous avez fait un TP d'informatique là-dessus, qui signifie Change Directory, qui du coup donne l'information à Python dans quel dossier il doit se placer pour traiter nos fichiers. Et puis, on va utiliser un module très particulier, qui est déjà pré-codé, qui est justement spécifique à tout ce qui concerne la modélisation linéaire et notamment l'intelligence artificielle pour faire de la régression. Et c'est bien notre cas. Donc, il y a un module particulier qui s'appelle sklearn, donc qui vient de scikit-learn, de l'apprentissage. Pour nous, c'est de l'intelligence artificielle, c'est de l'apprentissage supervisé. Et on aura besoin de la fonction du modèle linéaire. Et on aura besoin d'un module qui est aussi tout fait, qui s'appelle sklearn.metrics. Et on aura besoin de deux sous-fonctions particulières, qui est le mean square error, en gros l'image du RMSE, et du coefficient de détermination R de score. Mais ça, on reviendra dessus ultérieurement. Alors, dans la première question, on nous demande de télécharger les fichiers et de compléter dans la zone 1 du fichier Python le chemin absolu où se trouve le fichier de la base de données. On va dire à Python finalement où se trouve, dans quel dossier se trouve le fichier diabèteok.csv. Donc, moi, je vais aller chercher ici, dans mes TD, voilà, régression, ici. Et donc, mon fichier diabèteok.csv, il se situe à cet endroit-là. Donc là, je vais simplement faire un copier de la barre d'adresse. Voilà. Du coup. Mais ça marche pas, ça. Bon, est-ce qu'il y a un souci? Alors, plein écran, rappelons, on s'en fiche. Bon, on va faire ça comme ça. Mais c'est bizarre qu'il ne me propose pas. Je vais faire ça. Voilà. Donc non, ça a l'air de présenter. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé tout à l'heure. Il a bipé, je ne sais pas ce qu'il a fait. Donc du coup, j'ai dit, je récupère le chemin absolu d'où se trouve mon fichier. Je vais dans mon fichier Python, qui est ici. Et à cet endroit-là, donc c'est une chaîne de caractères, la fonction chdir prend un argument de fonction chaîne de caractères. Alors ce que je vais faire, c'est que vous avez vu, j'ai mis des 3 guillemets ici et 3 guillemets à la fin pour considérer que tout ce qui est entre ces guillemets, c'est du texte. C'est du texte, donc il ne sera pas exécuté. Alors pourquoi il me fait ça? Voilà, c'est pas là que je vais le mettre, d'ailleurs c'est bien. Donc si ça c'est bien au bon endroit, pardon, et ça, hop, ici. Donc ici on a mis le chemin où se trouve mon fichier diabèteok.csv. Et si vous vous rappelez, vous avez fait un TP Python là-dessus aussi. Dès qu'on manipule des chaînes de caractères et qu'on a besoin du caractère symbole, caractère particulier slash, il faut doubler tous les slash. Voilà, donc moi je mets ça ici. Donc vous adaptez ce chemin au vôtre, qui doit ressembler à quelque chose du type c2.user / desktop, quelque chose comme ceci, si vous avez bien copié-collé le fichier Regline et le fichier diabèteok.csv sur votre bureau. Donc, du coup, ce qu'on va pouvoir faire, c'est enregistrer ça et tenter une exécution. Voilà, donc là, il exécute. Ok, bon, a priori, tout va bien pour l'instant. Allez, donne-moi la main, s'il te plaît. Bon, ça y est, il a fini, donc il a tout trouvé. Alors, potentiellement, vous allez avoir des messages d'erreur. Donc, deux sources possibles, soit vous avez mal copié le chemin, voilà. Soit, deuxième possibilité plus probable, c'est que le module sklearn n'est pas installé sur votre ordinateur, et notamment pour Python.
Donc là, il y a une solution qui est simple hein, pour les étudiants qui sont sur Windows. Dans le shell, vous pouvez écrire pip install-u scikit-learn. Voilà, vous écrivez ça et puis entrez, et il va vous installer tout ce qu'il faut. Et quand il aura fini l'installation, normalement, vous fermez votre IDE et vous le relancez. Donc moi, c'est Piso. Hein. Moi, je fermerai Piso, je le relance et puis normalement, tout va marcher après. Voilà. Donc, moi, puisque c'est déjà installé, je ne vais pas le faire parce que c'est un petit peu long. Il y a quand même pas mal de fichiers qui sont téléchargés pour installer scikit-learn. Mais en tout cas, voilà, potentiellement, vous avez ça comme message d'erreur. Et on a donné la solution pour le résoudre. OK, donc première question, bah ça c'était facile. Hein. Tout va bien. Ce dont on va avoir besoin dans notre programme Python, c'est de charger finalement toutes les données qui sont proposées ici. Toutes les données qui sont ici, dans mon fichier diabèteok.csv. Donc pour cela, dans la zone 2 de mon programme Python, j'ai écrit une fonction qui s'appelle lecture data, dont on nous demande d'expliquer le rôle de cette fonction et plus précisément ce qu'elle renvoie. Alors du coup, je retourne dans Python, ici. Donc ceci, je vais décaler ça vers le bas. Voilà, jusqu'ici. Voilà, OK. Alors, donc la fonction lecture data, elle prend quoi? Alors, je vais faire ça comme ceci. Voilà. Donc la fonction lecture data prend deux arguments. Un premier argument qui s'appelle nom, qui est du type chaîne de caractères. Et ça va faire quoi? Ça va être le nom du fichier que l'on veut, dont on veut charger les données qui sont à l'intérieur. Et comme deuxième argument, une liste qui s'appelle liste colonne, dont on va voir juste après à quoi elle correspond. Et cette fonction, elle doit renvoyer deux tableaux NumPy ici, et ces tableaux NumPy, c'est ceux qu'on voit apparaître ici, qui s'appellent XY. Voilà. Alors, dans le détail de cette fonction, on commence par ouvrir le fichier qui s'appelle nom, en mode lecture, donc R comme read. Donc là, on ouvre le fichier. Voilà. Ensuite, à la ligne 20, qu'est-ce qu'on fait? Donner égale fichier.readlines. Ça, c'est une fonction que vous avez déjà vue aussi en informatique. Ça permet de charger tout le fichier de readlines. Donc, ça lit, comme son nom l'indique en anglais, hein, ça lit les lignes. Donc, ça veut dire toutes les lignes qui sont dans le fichier qui s'appelle nom, qui pour nous sera diabèteok.csv. Il va tout lire et tout stocker dans la variable donnée. Ensuite, comme j'ai tout récupéré toutes les données, je peux fermer mon fichier, hein, j'ai plus besoin de l'utiliser, donc un fichier.close. Ensuite, on vient récupérer certaines informations, nbdata qui est égal à length de données. Donc finalement, length de données, ça va être le nombre de lignes qui sont présentes dans mon fichier. Donc ici, typiquement, nbdata, ça sera le petit n qui vaudra 442, puisqu'on a dit qu'on avait une base de données qui était composée de 442 patients. 442 patients. Ici, c'est les 442 qui sont positionnés ici. Voilà. Ensuite, le retournant en Python, voilà, NB colonne, c'est quoi? C'est la longueur de la liste colonne que je passe en argument. Donc là, ça me donnera simplement le nombre de valeurs numériques que j'ai mis dans ma variable qui s'appelle liste colonne. Ensuite, les lignes 24 et 25, qu'est-ce que l'on fait? On dit grand X et grand Y égale np.0, ça c'était une fonction que vous avez déjà utilisée. En fait, ça crée un tableau qui sera rempli que de 0. Et qui dit un tableau, il faut que je définisse le nombre de lignes et le nombre de colonnes que doit avoir ce tableau. Et donc le grand X, ici, il aura comme nombre de lignes nbdata, autrement dit la longueur de données, autrement dit petit n, autrement dit 442. Et en termes de nombre de colonnes, il y en aura la valeur qui est stockée dans nb colonne, et nb colonne, c'est le nombre de nombres d'entiers que l'on aura mis dans la liste colonne. Et grand Y, c'est quoi? C'est un tableau qui a 442 lignes et une seule colonne. Donc en fait, le grand X ici, il va permettre de stocker quoi? Le grand X, il va permettre de stocker tout ou partie des éléments qui sont stockés dans cette partie-là du tableau. Ici. Et dans le grand Y, on viendra stocker tous les éléments qui sont dans les cases de cette colonne. Ensuite, for in range de nbdata, autrement dit for in range de 442, donc pour chacune des lignes, on dit que la variable ligne, elle vaut quoi? Elle vaut données de i. En fait, quand on a fait fichier.readlines, on a récupéré une liste, et les éléments de cette liste sont les contenus de chacune des lignes. Donc, je l'ai appelé ligne. Ensuite, j'ai dit, la nouvelle variable ligne, c'est l'ancienne variable ligne, .strip de /n. Donc ça permet de supprimer le caractère retour chariot, carriage return, qui apparaît toujours dans une chaîne de caractères quand on a un retour de ligne. Tout cela ne nous intéresse pas. Ensuite, dans une nouvelle variable que j'appelle toujours ligne, qui est égale à l'ancienne variable ligne, .split,
de point-virgule. Et bien ça, split, vous l'avez déjà utilisé en informatique aussi, ça permet de quoi? Ça permet d'exploser une chaîne de caractères, à chaque fois que l'on rencontre le caractère, en l'occurrence ici le caractère particulier, que le caractère point-virgule. En fait, le point-virgule dans un fichier CSV représente quoi? Le changement d'une colonne, le changement de colonne. Donc du coup, nous, on va récupérer une chaîne de caractères qui contiendra tous ces nombres. Et le séparateur, finalement, de colonnes, c'est le caractère particulier, point-virgule. Donc ici, ma variable ligne, elle sera du type list et elle contiendra des chaînes de caractères. Et ces chaînes de caractères, c'est celles qui étaient dans données 1 ou données de i, mais que j'aurais explosé, coupé au niveau du point-virgule. Et ensuite, for j in range de nb colonnes, donc là j'ai une variable j qui va parcourir les indices des éléments qui sont dans liste colonne, et on dit grand X de ij, donc ça permet de positionner à la ième ligne et la jième colonne de grand X, quoi? Il va mettre la conversion en un nombre flottant du contenu de la variable ligne en position liste colonne de j. Donc là, liste colonne de j, c'est le jième élément de liste colonne, donc il y a un nombre. Et donc du coup, on va venir récupérer cette valeur qui est enfin, le kème élément ou le kème élément de la variable ligne. Donc finalement, ça va permettre de récupérer simplement une valeur particulière dans mon tableau de données. Et grand Y de I, donc la ième position, parce que Y, c'est un vecteur colonne, hein, il a 442 lignes, mais une seule colonne. Donc on dit Y de I, c'est quoi? C'est la conversion en flottant de ligne entre crochets -1, et ça c'est pareil, ligne entre crochets -1, le -1 signifiant on part de la droite, donc c'est finalement le dernier élément qui est dans l'I. Donc on voit que dans le grand X, qu'est-ce que l'on va mettre? On va mettre les éléments qui sont dans ce tableau-là, mais pas tous. Pas tous. Il y aura toutes les lignes, ça c'est une certitude. Par contre, il n'y aura pas forcément toutes les colonnes. Et justement, ma variable liste colonne sera les indices des colonnes que je veux utiliser. Donc si par exemple dans liste colonne, je mets le nombre 0, ça veut dire que je vais récupérer les valeurs qui sont dans la colonne 0, autrement dit, dans mon fichier Excel ici, c'est la colonne A. Si je mets l'indice 3, ça veut dire que je vais récupérer toutes les valeurs qui sont stockées dans ma colonne D, etc., etc. Donc on pourra récupérer tout ou partie des données qui sont stockées ici. Et par contre, dans grand Y, ça c'est sûr, dans tous les cas, lui, je vais récupérer ça. Donc ça, c'est ce que fait la fonction lecture data, permet de charger les données qui sont dans le fichier qui s'appelle nom, et uniquement les colonnes qui m'intéressent. Et donc du coup, dans le TD, on nous dit de compléter, donc là on a fini la question 2, hein, et la question 3, on nous dit on va compléter la zone 2 pour faire l'appel de la fonction lecture data afin de stocker dans une variable grand X toutes les caractéristiques, donc si toutes les caractéristiques, c'est-à-dire les 10 colonnes. Caractéristiques des patients, et dans une variable Y, les mesures quantitatives de la progression de la maladie. Et bien c'est parti. Donc ça, je vais décaler ça en dessous. Voilà, ici. Du coup, liste colonne, on a dit, on veut récupérer toutes les colonnes. Donc soit j'écris 0,1, 3, mais bon, c'est un peu long. On peut l'écrire par compréhension. I for I in range de 10, puisque je sais que j'ai 10 colonnes. Donc ça ira bien une valeur qui sera comprise entre 0 et 9. Et bien maintenant, on peut faire l'appel de ma fonction lecture data. Et elle prend quoi comme argument? On a dit comme premier argument, elle prend le nom du fichier sous la forme d'une chaîne de caractères, ici. Et donc du coup, le fichier, on a dit, il s'appelle diabète ok.csv. Voilà. Et en deuxième argument, elle prend la liste des colonnes que je veux récupérer. Autrement dit, c'est la variable liste colonne que j'ai créée préalablement ici. Voilà. Là, je peux supprimer. Alors, juste pour vérifier que ça se passe bien, je vais faire un print de Y ici. Comme ça, je peux exécuter et je vais voir le contenu de Y. OK, bon, ça y est, ça fait, hein, c'était rapide. Donc là, du coup, je vois que la fin, il y a 442 valeurs hein, dans le grand Y. Et si je regarde les trois dernières, c'est respectivement 132, 220, 57, 132, 220, 257. Si je vais tout en bas de mon fichier, hop, voilà, il est là. J'ai bien 132, 220, 57. Donc ça a bien récupéré les valeurs de Y. Et donc j'ai bien toutes les valeurs de Y. Et si j'avais fait un print X, hein, je pourrais le faire aussi ici, mais du coup, on ne va pas y voir grand-chose, hein, parce que dans le grand X, il y a énormément de choses. Voilà. Alors si je regarde que la fin, donc la dernière ligne, elle est ici. La dernière ligne est ici. Et donc j'ai 1, 2, 3,
Alors, il n'a pas tout affiché ici, hein. Donc, on va regarder simplement les deux dernières valeurs qui sont là. Moins 0,04 et 0,03. Moins 0,04 et 0,03. Moins 0,04 et 0,003. C'est bien ces valeurs-là. Donc, il a bien tout récupéré a priori. Voilà. Donc, entre guillemets, ce qu'on a fait jusqu'à présent, tout se passe bien. Donc, mon print Y, je peux l'enlever et je vais remettre ça un peu plus proprement comme ça. OK. Donc maintenant, on sait récupérer toutes nos données pour l'apprentissage. Pour nous, pour l'apprentissage, en fait, on ne va pas utiliser toutes les données, on va utiliser qu'une proportion de ces 442 lignes. Pourquoi? Parce que du coup, on va faire la phase d'apprentissage et après, puisqu'on veut valider notre modèle, il nous faut des données de test. Donc, parmi les 442 lignes, en fait, on va en prendre une partie qui va servir réellement à l'apprentissage et une autre partie qui va servir à la vérification, à la validation de mon modèle. Donc, du coup, on nous demande d'analyser la zone 3 du fichier et de compléter cette zone afin de disposer dans une variable qui va appeler xtrain les caractéristiques qui seront utilisées pour l'apprentissage. Autrement dit, toujours mes 10 colonnes, hein, toujours mes 10 colonnes, mais je vais prendre qu'une proportion de mes 442 lignes, et cette proportion de mes 442 lignes, je vais mettre ça dans xtrain. Et tout ce qui va rester va aller dans xtest. Et de la même façon, je vais avoir dans Y, le Y, je vais le séparer en deux, les Y-train qui vont me servir à l'apprentissage et les Y-tests qui vont me servir pour la phase de validation de mon modèle. Donc, si je reviens ici, donc là, pareil, je vais pouvoir rendre ça, je vais décaler. Voilà. OK. Donc, zone 3, définition de la proportion liée à l'apprentissage. J'ai créé une variable qui s'appelle %app, qui est égale à 0,9. Autrement dit, 90% de mes 442 lignes, je vais les utiliser pour l'apprentissage. Et donc, du coup, les 10% qui va rester, je vais les garder, je vais les stocker pour du test. Ligne 45, nbdata égale length de x. Ça me permet d'avoir le nombre, les 442, hein, finalement, les 442 lignes. Et j'ai créé une variable qui s'appelle indislim, qui est la partie entière de %app fois nbdata. Autrement dit, pour nous, ça va être 0,9 fois 442. Et donc 0,9 fois 442, bah, ça fait un flottant, donc je vais de le convertir en entier, puisque ce que je cherche à déterminer, c'est quel est l'indice limite, le numéro de la ligne, finalement, parmi 442, pour lequel tout ce qui est au-dessus de cet indice ira dans train, et tout ce qui ira après cet indice, toutes les lignes qui seront après cet indice, alors iront dans test. Et donc, du coup, c'est forcément un indice entier, donc c'est pour ça que j'ai fait la conversion avec le int. Donc, du coup, dans xtrain, on met quoi dans xtrain? Dans xtrain, on a dit, on met les éléments qui sont dans x, et c'est celles qui commencent d'indice 0 jusqu'à l'indice lim, ici. Et dans xtest, on met quoi? On met tous les éléments qui commencent à indice lim. Hop, je vais me déplacer. Indice lim, et tout ça jusqu'à la fin, jusqu'à length de, jusqu'à nbdata. Voilà. Alors, petite remarque, hein, le 0 ici est optionnel. Hein, quand on ne le précise pas, il comprend qu'il faut commencer à 0. Et de la même façon, le nbdata qui est ici, il est optionnel, puisque si on ne lui précise pas, ça veut dire qu'il va aller jusqu'au bout de la liste, entre guillemets. Donc là, on a créé nos variables xtrain et xtest. Et ben, on fait exactement la même chose pour ytrain, qui du coup est du y, et ici pour ça, et ici pour y-test, c'est la même chose. Ouais. Ok, alors vérifions que ça marche bien. On va se faire un print de y-test. Voilà, juste pour. Vous avez manqué un underscore. Voilà, hop. Donc exécutons ça et voyons si ça marche. Alors ici, il m'en donne un certain nombre pour y-test. Alors ce qu'on va vérifier, alors on va pas faire y-test, on va faire y-train. Et surtout, ce que j'aimerais voir, c'est print length de ytrain. Pour voir combien il y a d'éléments. Donc si je fais ça, il me dit qu'il y en a 397. Et 397, c'est quoi? La partie entière de 0,9 fois 442. Ça fait bien 397. Donc il y a bien 397 éléments qui sont allés dans ytrain. Et dans y-test, bah, du coup, il y a 442 moins 397. Voilà. Donc on voit bien que ce qu'on vient d'écrire, c'est bien fonctionnel. Ok, tout va bien. Bon, bah maintenant, on a tout ce qu'il nous faut. On a tout ce qu'il nous faut. C'est parti pour déterminer notre fonction, notre modèle de prévision.
Donc, nous, on a dit qu'on se passait dans le cadre d'un problème de régression, et c'est un problème de régression linéaire multivariable. Donc, si c'est un problème de régression, c'est-à-dire qu'on va trouver une fonction mathématique, qui est une fonction mathématique qui est linéaire vis-à-vis de chacune des variables. Les variables, c'est lesquelles? Ben, c'est du coup l'âge, le sexe, l'indice de masse corporelle, etc., etc. Et donc, du coup, elle est multivariable puisque je tiens compte d'un certain nombre de variables, en l'occurrence ici, mes 10 caractéristiques qui sont ici. Donc, c'est-à-dire que ma fonction y, elle va s'écrire comment? A0, une ordonnée à l'origine, plus A1 fois l'âge, plus A2 fois le sexe, plus A3 fois, alors je sais plus ce que c'était, le BMI, l'indice de masse corporelle, plus A4 fois BP, plus A5, etc. Donc, on voit bien qu'on a dans le cadre d'un problème de régression linéaire multivariable. Donc, notre objectif va être de déterminer cette fonction, et donc déterminer cette fonction y égale f de x, cette fonction f, c'est déterminer les coefficients A0, A1, A2, A3 jusqu'à A10. Donc, j'ai 11 coefficients à déterminer, et ces coefficients, on va les déterminer comment? Ben, en cherchant à minimiser l'écart qu'il y a entre les valeurs réelles de y, c'est-à-dire celles qui sont proposées ici, pour les données d'apprentissage, uniquement pour les données d'apprentissage. Donc, minimiser le carré de l'erreur qu'il y a entre ces valeurs-là et ce que ma fonction f, qui est celle-ci, va prévoir. Et donc, l'algorithme va trouver les A0, les A1 jusqu'à A10 qui minimisent la somme des carrés des écarts. On ne va pas l'écrire directement, c'est pas nous qui allons coder tout ça. Il y a des fonctions qui sont toutes faites, qui sont notamment justement dans sklearn. Et donc là, ça permet de déclarer que l'on va utiliser un modèle de régression, et c'est un modèle de régression linéaire, parce que ça s'appelle linéaire modèle. Donc on va utiliser cette fonction du module sklearn. On commence par créer un modèle de régression linéaire. Du coup, on écrit modèle, donc je pris une variable qui s'appelle modèle, qui est, on s'en fiche, voilà, qui est égal à linéaire modèle.linear regression. Donc ça déclare un modèle du type régression linéaire. Il y en a plein d'autres, il y a sans doute non linéaire regression, etc., etc. Mais nous, celui qui va nous intéresser, c'est linéaire regression. Donc là, on crée juste l'objet modèle qui va définir une régression linéaire. Et ensuite, il faut que je définisse entre guillemets ma fonction, il faut qu'elle apprenne, et elle va apprendre sur quoi? Elle va apprendre sur data train, donc les données d'apprentissage, et les Y-train. Et donc pour faire cela, on fait modèle.fit. Et donc ça, cette opération-là, va faire quoi? Va optimiser et déterminer les coefficients A0 jusqu'à A10 qui minimisent la somme des carrés des écarts entre ce qu'il prévoit et les données réelles d'entraînement. Donc, quand les lignes 7 a fini de s'exécuter, les coefficients A0 jusqu'à A10 sont connus. On peut chercher à les afficher. Donc, si on veut afficher tous les coefficients de A1 jusqu'à A10, donc tous ceux qui sont de poids I, avec I différent de 0, on écrit modèle.coef underscore. Et si on veut afficher leur donnée à l'origine, alors c'est modèle.intercept underscore. Donc là, maintenant, je connais tous les coefficients qui vont bien pour... j'ai défini mon modèle d'apprentissage, mon modèle de prévision. Notre modèle de prévision est connu, donc Python l'a déterminé, alors je peux l'utiliser pour faire de la prédiction. Donc je lui donne une nouvelle donnée, donc autrement dit, je donne un X étoile, qui je vais appeler new data, et je dis modèle.predict new data, et ça va me donner la valeur prédite par mon modèle. Et donc ça, cette fonction predict, on s'en servira notamment pour valider notre modèle de prévision, est-ce qu'il vérifie les deux critères, le RMSE et le R carré. Donc, on passe à la question 5 de la zone 4, compléter le code permettant de déclarer le modèle, et ce modèle, on va l'appeler règle diabète, d'exécuter la phase d'apprentissage sur les données d'apprentissage, c'est celle que nous on a appelée X-train et Y-train, et d'afficher les poids relatifs aux différentes caractéristiques et leurs données à l'origine. Donc c'est parti, donc on va utiliser les fonctions qui sont pré-codées en Python qui sont ici. Donc zone 4, on est là, voilà, je vais mettre ça ici. Voilà. Alors, donc on a dit, on commence par définir notre modèle vide, donc c'est linéaire modèle, point linéaire regression, ici. Donc là, on définit simplement un modèle que l'on va utiliser par la suite, qui est un modèle de régression linéaire. Ce modèle étant déclaré, il est vide, maintenant il faut lui demander d'apprendre. Il va apprendre avec règle diabète.fit, et donc on a dit, ça prend X-train en argument, donc c'est un grand X d'ailleurs, grand X, et Y-train, parce que ça, il va apprendre sur les données d'apprentissage.
Donc là, cette ligne 59, elle pourrait être longue, hein. Alors, elle va pas être longue pour nous parce qu'on va prendre utiliser seulement que 397 données de patients. Si on en avait plusieurs dizaines de milliers, voire centaines de milliers, bah, l'apprentissage serait forcément beaucoup plus long, beaucoup plus long. Mais encore une fois, nous ici, l'objectif, c'est simplement de mettre en évidence ce qu'on peut faire. Et maintenant que, quand la ligne 59 a fini de s'exécuter, on connaît les coefficients de la régression linéaire. Donc, du coup, on peut demander d'afficher, c'est demandé dans le texte. Donc, on va afficher donc, on nous demande d'afficher, donc c'est ça, point coef. Donc ça affiche les poids AI pour I différent de 0. Donc le A1 jusqu'à A10 pour nous. Et on fait un print de règle. Pourquoi tu veux pas? Allô? Bon, je vais faire un copier-coller, hein, tant pis. Hein. Règle diabète, alors c'est pas point coef, mais intercept. Section majuscule. Intercept underscore. Et ça affiche. Hop. Affiche le A0. Donc si j'exécute ça, bon, ça va être très rapide encore une fois, hein, parce que de toute façon ici j'ai très peu de données d'apprentissage. Voilà ce qui me renvoie. Donc je vais commencer par le bas. Ça, le 152, c'est le A0, c'est leur donnée à l'origine. Voilà. Et toutes les valeurs qui sont ici, donc celle-ci par exemple, ça c'est le A0. Celle-ci, pardon, pas le A0, le A1. Le A1, le A2, etc. Donc il a déterminé les coefficients AI qui minimisent encore une fois la somme des carrés des écarts entre les données, le Y réel, voilà, pour l'apprentissage, et ce que prévoit mon modèle. Donc là, on a toutes les. Notre modèle est complètement connu. On peut passer à la suite. Puisque notre modèle est connu, le modèle de prévision, on va pouvoir tester sur mes données de test. Est-ce que finalement, sur les grands X tests, donc les 442 moins 397 lignes, que donne mon modèle sur ces données-là? Et je vais pouvoir les comparer aux données qui sont stockées dans YPRED. Donc, on va lui demander de prédire. Donc ça, je décale ça dans la zone 5. Voilà. Donc, prévision sur les données de test, on a qui dit YPRED, ça va être quoi? Donc, on a dit c'est règle diabète.predict. Voilà. Et ici, dans le TD, on précise juste sur un new data, mais ça peut être new data, hein, c'est-à-dire qu'en fait, on peut lui donner plein de. Pas seulement sur un X étoile, mais sur plusieurs X étoiles. Et nous, c'est tous les X étoiles qui sont dans X test. Donc, ici, de X test. Voilà. Donc là, il va prévoir ce que donne mon modèle, prévoir le Y pour chacune des valeurs qui sont dans X test. Hop, donc ça, c'est bon. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher deux choses. On va afficher la valeur réelle, qui est dans le grand Y test, et la valeur prédite par mon modèle. Donc on va faire un for in-range length de, je vais prendre X test, hein, je pourrais prendre Y test, mais ça ne change rien, dans les mêmes longueurs. Donc pour chacune des valeurs qui sont dans X test, on va faire un print. Donc on va faire un print de deux choses. On va faire un print de le Y pred, de I, ici, virgule. Donc là, c'est juste pour comprendre ce qu'il fait. Hein. La valeur de ça, c'est l'Y pred de I, virgule, et puis la même chose, mais sur les valeurs réelles, qui sont dans Y test. Donc ici, c'est une chaîne de caractères. Voilà. Là, virgule, et je fais Y test de I. Voilà. Donc, il va m'afficher la valeur prédite par mon modèle et puis la valeur réelle, entre guillemets, de mes données d'apprentissage. Les données de test, pardon. C'est parti, je fais ça. Voilà. Alors, je ne vais pas toutes les faire. Hein. Donc, si on s'intéresse aux trois dernières lignes qui sont ici, commençons par la dernière. Donc, en gros, là, il est en train de traiter la dernière ligne de mon fichier. Hein, et là, hop. Donc, pour le patient qui est ici, là, voilà. On sait que la valeur réelle de l'évolution de sa maladie, c'est la valeur 57. Et mon modèle de prévision, donc c'est pour ça que je retrouve 57 ici, et mon modèle de prévision prévoit 55,
48 à peu près. Là, pour l'avant-dernier patient, la valeur réelle, c'est 220 et la valeur prédite par mon modèle, c'est 209. La valeur réelle pour l'antépénultième, c'est 132 et mon modèle prévoit 123. Alors, je ne sais pas trop dire si c'est un bon modèle, hein, mais justement, c'est ce qui va nous intéresser par la suite, c'est est-ce que finalement, il ne commet pas trop d'erreurs dans la prévision. Et notamment, on va chercher à vérifier les critères du cahier des charges. Donc, ici, bon, on voit que ça marche plutôt bien, hein, mais après, est-ce que 1,5 d'écart entre 55,5 à peu près et 57, est-ce que c'est grave? 209, 220, 123,8, 132. Alors, on voit qu'on est tout le temps un peu bas. On est tout le temps un peu bas, mais sans doute qu'il y a des valeurs. Il faudrait regarder. Par exemple, ici, là, on est un peu plus haut. La valeur réelle, c'est 94, et lui, il a trouvé 100. Voilà. Donc, c'est pas forcément, il voit pas tout le temps il prévoit pas tout le temps entre guillemets en dessous de la valeur. De temps en temps, il va au-dessus. Il va au-dessus. C'est tout l'intérêt de traiter la somme des carrés des écarts. Donc ça prévoit plutôt pas trop mal, mais on va chercher à vérifier ça. Donc justement, maintenant, on va chercher à déterminer des métriques, donc des grandeurs caractéristiques sur ma fonction de prévision. Est-ce qu'elle prévoit bien, etc. Et donc on a dit, nous, on a deux critères qui sont le RMSE, qui doit être plus petit que 8, et le quotient de détermination R carré, qui doit être plus grand que 0,8. Et donc là, pareil, on pourrait tout réécrire à la main, hein, parce que calculer la racine de la somme des carrés des écarts, on saurait l'écrire avec une fonction boucle, avec des boucles forts, hein, et puis le calcul du quotient de R carré, on sera capable de le déterminer aussi à partir des valeurs de Y pred et des valeurs de Y test. On a vu la formule dans le cours qui est à connaître, mais là, en fait, on va utiliser des fonctions qui aussi sont toutes pré-implémentées. Et donc, du coup, alors on va commencer par le R carré. Donc, il y a une fonction qui s'appelle R2 score dans le module qui s'appelle scalern.metrics. Et pour le calcul, entre guillemets, du RMSE, il y a une fonction qui est toute préfaite aussi, qui s'appelle mean square error. On voit bien que les initiales, ça serait plutôt MSE. Et quand on regarde, si on va faire un edit de cette fonction, en fait, le nom est très train, puisque c'est faux. C'est pas le mean square error, c'est simplement le square d'error. Il calcule simplement, cette fonction calcule simplement la somme des carrés des écarts. Et alors que nous, on veut la racine carrée de la moyenne, la somme des carrés des écarts. Donc, c'est-à-dire qu'on va être obligé de trafiquer un peu pour vraiment avoir accès au RMSE. Donc, on va compléter la zone 6 qui s'intéresse justement à la détermination et à l'affichage du RMSE et du coefficient de détermination. Et puis, du coup, on pourra en conclure à la question 8 de est-ce que mon modèle vérifie mes exigences du cahier des charges. Donc, ici, je reviens là, je redécale ça ici. Voilà. CTRL X, je mets ça ici. Voilà. Donc, alors, commençons par le coefficient R carré, parce que celui-là, il est bien. Donc, le coefficient R carré, on a dit que c'était quoi? C'était donc la fonction qui était ici, toute faite. Donc, c'est, s'appelle R2 score. Et c'est celle que l'on a importée, hein, rappelez-vous, tout au début, ici. Donc, elle est ici. Alors, j'ai écrit ça sur la forme d'une seule ligne, hein, mais j'importe à la fois la fonction MSE et la fonction R2 score. Donc, ici, grand R2, parce que R carré, je ne sais pas trop l'écrire. Donc, c'est R2 score. Et ces fonctions, elles ont besoin de quoi pour fonctionner? Elle a besoin de connaître les Y tests et les Y prédits. Donc, je vais mettre Y test, virgule, Y pred. Voilà. Et automatiquement, ça va calculer le coefficient de détermination associé pred ici. Voilà, le P. Et la fonction RMSE, donc du coup, donc elle ne fait pas la racine carrée et elle ne fait pas la moyenne. Elle nous envoie simplement la somme des carrés des écarts. Alors que nous, ce que l'on veut, c'est la racine carrée de 1 sur le nombre d'éléments fois la somme des carrés des écarts. Donc, du coup, j'écris np.sqrt. Je veux la moyenne, donc il faut que je divise, faut que je multiplie par 1 sur n. Donc, c'est 1 divisé par, entre parenthèses, fois. N, c'est quoi? C'est le nombre d'éléments qui me servent au test. Donc, du coup, c'est len de x test. Voilà, ou y test, hein, peu importe. Le tout que multiplie par justement cette fameuse fonction mean square error, qui elle prend aussi en argument y test et y pred. Donc là, si j'exécute ça, alors ce que je vais faire, c'est que je vais virer mes affichages qui sont ici, hein, qui ne me servent plus à rien maintenant. Est-ce que j'en avais d'autres avant? Ouais, les coefficients, j'en ai plus utilité.
Hop, voilà, j'ai pas d'autre print, donc tout va bien. Ok, donc j'exécute ça, et là, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que le RMSE, en fait, il vaut 6,2, en gros, et que le coefficient de détermination R carré, il vaut 0,68, 0,69. Donc, est-ce que ça vérifie bien mon cahier des charges pour ma fonction de prévision? Ben, en termes de RMSE, je suis bien, hein, parce que je veux que ce soit plus petit que 8, et donc j'ai 6. J'ai 6, donc ça c'est plutôt bien. On rappelle, hein, le RMSE sur un modèle de prévision idéal, parfait, il vaut 0. Par contre, le coefficient de détermination R carré, il est à 0,68, 0,69, et moi je voulais qu'il soit plus grand que 0,8. Conclusion, mon modèle de prévision n'est pas satisfaisant. Est pas satisfaisant. Donc nous, dans ce TD, on va s'en arrêter là, hein, mais on va juste discuter de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer d'améliorer les choses. Alors, il y a deux choses qui permettraient d'améliorer notre modèle de prévision. La première chose, c'est euh, si j'avais plus de données d'apprentissage, alors très probablement, j'améliorerais les performances de mon modèle de prévision. Mais sauf que moi, je n'ai que 442. Et encore, les 442, je n'ai pris que 397 pour l'apprentissage et le complément pour les phases de test. Mais si j'avais 10 millions de données d'apprentissage, alors très probablement, le RMSE, il serait probablement plus petit, voilà, et le coefficient de détermination R carré, il serait sans doute plus grand. Plus grand. Ça, c'est un premier point. Mais ça, je ne peux pas le mettre en œuvre puisque je n'ai pas de données supplémentaires. La deuxième chose que l'on pourrait faire pour essayer d'améliorer, encore une fois, c'est essayer, on ne peut pas le garantir, hein, c'est de se dire, finalement, parmi les caractéristiques qui sont là, les 10 caractéristiques qui sont là, peut-être qu'il y en a qui servent à rien. Et auquel cas, si elles servent à rien, bah, limite, c'est pas très grave. Hein. Quand je dis elles servent à rien, ça veut dire que finalement, elles sont pas significatives pour savoir l'évolution du suivi de l'évolution de la maladie du diabète chez un patient. Peut-être que là, qui servent à rien. Mais si elles servent à rien, bah, autant pas les utiliser. Donc, du coup, ce que l'on pourrait faire, c'est faire quoi? C'est de se dire, bah, du coup, moi, ce que j'ai fait tout au début, ici, là, j'ai chargé toutes mes caractéristiques. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est simplement essayer un certain nombre de combinaisons en enlevant de temps en temps une ou plusieurs caractéristiques et voir finalement tout ça, comment ça évolue, comment ça fait évoluer le RMSE et le R carré. Et puis, il peut aussi y avoir des caractéristiques qui, en fait, sont trop importantes, et en fait, elles n'arrivent pas à bien déterminer justement le Y, le Y. Donc du coup, pareil, on pourrait très bien se dire, il y a certaines caractéristiques qui en fait sont contre-productives, et donc du coup, on pourrait s'amuser simplement à en enlever une ou deux. Donc là, je vais juste faire le principe. Hein. Donc par exemple, ici, moi, je vais faire for i in range de 8. Autrement dit, là, je prends seulement les 8 premières colonnes. C'est-à-dire que j'estime, je teste, hein, je ne sais pas, je me dis, bah, finalement, ces deux caractéristiques qui sont là, c'est-à-dire le LTG et le GLU, qui est le taux de sucre dans le sang et le logarithme du taux de triglycérides sériques, bon, je ne sais pas ce que c'est, mais voilà, peut-être que ces deux caractéristiques-là ne sont pas intéressantes ou sont contre-productives. Et donc, du coup, bah, puisque mon programme est bien fait, j'ai juste à réexécuter ici. Ah, j'ai déjà tout relancé, mais bon, c'est pas grave. Voilà, hop, toc. Il me dit quoi? Il me dit que le RMSE seulement, sur ma nouvelle fonction, nouveau modèle de prévision, il vaut 0,647. Voilà. Donc il est un peu moins bien que le 6,21 de tout à l'heure. Et le coefficient R carré, bah, lui, il a baissé aussi. Donc, autrement dit, ces deux caractéristiques, finalement, elles sont quand même importantes. Elles sont quand même importantes. Donc, on peut tester plusieurs possibilités sur ma variable liste colonne pour voir si, finalement, je suis capable de trouver un modèle de prévision sous la forme d'une régression linéaire multivariable qui permettrait de satisfaire le cahier des charges. Peut-être qu'il en existe, peut-être une ou plusieurs, et peut-être qu'il n'en existe pas. Peut-être qu'il n'en existe pas. Et donc, du coup, si je veux vérifier absolument les deux critères qui sont là, bah, peut-être qu'il faut que je remette en cause, l'idée d'utiliser une régression linéaire. Multivariable, ça, OK, pas de souci. Soit les 10, soit une partie des 10, mais ça restera du multivariable. Par contre, il faudra peut-être que je mette de côté le côté régression linéaire pour mettre en œuvre, par exemple, une régression non linéaire, avec des polynômes, des sinus, des exponentielles, des tangentes, tout ce que vous voulez, des logarithmes. On pourrait s'amuser à faire ça. Mais encore une fois, nous, on ne va pas le faire, parce que ce n'était pas l'objectif. OK, donc là, on en a terminé avec ce TD.
ce premier exercice du TD, vous pourrez vous amuser à faire le deuxième exercice de ce TD6 qui s'intéresse au coût de la vie. Donc l'idée est exactement la même que celle qu'on a utilisée pour le diabète. On va essayer de mettre en place une régression linéaire sur des données pour trouver le coût de la vie. Donc en fait, mais ici, on va pas le faire simplement sur une grandeur de sortie, qui était l'indice d'évolution finalement de la maladie du diabète, mais en fait, on va avoir un certain nombre de grandeurs de sortie, et plus précisément, ici, il y en a 6. Donc on va prévoir 6 modèles de prévision, voilà. Et mes caractéristiques qui vont être utiles, c'est celles qui sont proposées ici. Donc le prix du litre de lait, le prix de l'abonnement de transport, le prix moyen d'une chambre d'hôtel, le prix de l'abonnement Internet, etc., etc. Et donc, du coup, on va voir si, par exemple, pour prévoir l'indice du coût de la vie, qui est donc la grandeur de sortie qui est ici, quelles sont les caractéristiques qui sont importantes, et essayer de trouver un modèle de prévision là-dessus. Et pareil pour l'index location, pareil pour l'index du coût de la vie, plus la location, etc., etc. On se fixe comme cahier des charges que l'on veut simplement un R carré qui soit plus grand que 0,85 pour chaque modèle de prévision, chaque prédicteur. Et pour justement essayer de limiter et faire en sorte que ça converge rapidement, on va se dire que par exemple, pour l'index des courses, pour la grandeur de sortie qui est l'index course, qui est celle-ci là, on n'a pas forcément besoin d'utiliser toutes les caractéristiques qui sont ici. Et donc du coup, on nous dit que l'index course, on va utiliser seulement 4 critères, 4 caractéristiques: le prix du litre de lait, le prix de la douzaine d'œufs, le prix d'une bouteille de l'eau d'1,5 litre et le prix du kilo de pommes. Et les nombres qui sont marqués ici, c'est qu'en fait, toutes ces données, elles sont stockées dans un fichier qui s'appelle Cost of Living 2016.txt. Et donc, du coup, on va charger toutes les données. Et du coup, on aura besoin d'extraire de ce fichier toutes les données. Et ensuite, comme on l'a fait dans l'exercice précédent, récupérer simplement certaines colonnes. Et quelles colonnes? Par exemple, le prix du litre de lait. Toutes les caractéristiques du prix du litre de lait sont à la colonne numéro 0. Le prix de la douzaine d'œufs, les valeurs sont stockées à la colonne 6. Le prix d'une bouteille d'eau d'1,5 litre est stocké à la colonne 7. Et la valeur de l'index course, est stockée en 16e colonne de mon tableau, de ma base de données. Voilà. Donc on va essayer de prévoir, alors pas sur les 6, on va simplement en faire 4, et on va essayer de trouver 4 modèles de prévision en fonction des caractéristiques qui sont proposées ici. Vous pourrez vous amuser, hein, c'est globalement pile la même chose. Il faut juste réadapter finalement quelques-unes des fonctions que l'on a écrites préalablement, mais sinon c'est exactement le même principe. Voilà. Je vous enverrai le corriger, mais vous pouvez vous entraîner pour vérifier que tout fonctionne bien. Donc on a terminé avec le traitement de ce TD6 qui s'intéressait simplement à la régression linéaire et la régression linéaire multivariable.